Le marché de Kong s'ouvrait comme un livre d'images à chaque aube du jour marchand. On y arrivait avant le soleil, les épaules chargées de calebasses, de tissus aux motifs baoulés, de sacs de mil gris, de savon noir et de paille pliée dans l'odeur de la poussière. Le marché parlait d'une seule voix. La rumeur tiède des salutations, le claquement des balances, le rire coulé dans la langue des vendeuses, le cri sec d'un coq récalcitrant qu'on tirait hors d'un panier. Tout autour, les maisons en banco gardaient la mémoire ocre des saisons, tandis qu'au loin, la silhouette des mosquées de Kong, avec leurs pieux dressés vers le ciel, donnait au matin une verticalité de prière. C'était un jour comme tant d'autres et pourtant, dit-on, c'est ce jour-là que le village a pris à voir. On vit d'abord la poussière avant l'homme. Un voile qui précédait ses pas, une fine fumée couleur de miel. Il avançait d'une marche tranquille, le dos couvert d'un pagne indigo, des bracelets de laiton qui sonnaient à chaque mouvement. C'était un colporteur de choses anciennes, de ces voyageurs qui connaissaient les chemins du sel, les gués, les marigots, les moments où l'armatan vient laver l'air de sa sécheresse. Son étal était simple, quelques objets patinés par la route, 2 boîtes, un tissu rouge, un miroir d'une longueur d'avant-bras. Personne ne se pressa. À Kong, on n'achète pas un mystère comme on achète du piment. La première à s'approcher fut une femme du quartier Coco, une vendeuse d'attiqué qui portait la fatigue comme un collier invisible. Elle posa la main sur le tissu rouge, sentit la fraîcheur intérieure de l'objet et demanda du regard ce qu'il était. Le colporteur défit le nœud, retira la housse et le marché respira sans bruit. Une plaque de verre encadrée de bois sombre, pas tout à fait lisse, avec de minuscules bulles prisonnières comme des étoiles dans une eau immobile. C'était un miroir ancien, venu d'on ne sait quelle route. La femme de Coco y plongea à peine le visage puis s'écarta, le cœur accéléré comme si elle venait de toucher une vérité trop chaude. Elle l'acheta sans marchander, referma le tissu rouge sur l'éclat et disparut dans la foule. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme s'arrêtent tant de petites histoires perdues dans la poussière d'un marché. Mais le lendemain, quelque chose avait changé. La rumeur à Kong ne court pas, elle coule. On disait qu'un miroir s'était posé dans la maison de la vendeuse d'attiqué. Un miroir qui ne renvoyait pas seulement la peau, mais la part qu'on cache en autre. On disait que la nuit, en rangeant les bols, la femme y avait vu une autre elle-même. Des traits plus sévères, des yeux qui fuyaient, une petite pierre d'amertume logée dans la bouche du cœur. On disait qu'elle s'était assise très longtemps face au verre, jusqu'à sentir sa colère fondre comme le sucre dans le thé. On disait et on venait. Le 3e jour, une file s'étirait devant la maison de Branco où l'on vendait la tchéké. Les gens avaient prétesté des achats, des questions de prêt, des demandes, mais leur but était simple, passer un instant devant la plaque de verre en tissu rouge. La vendeuse fit ce que font les femmes justes. Elle posa le miroir dans la cour, le tint un peu haut pour éviter les doigts curieux. Il n'expliqua rien. Chacun venait, restait le temps d'un souffle et repartait avec un visage qu'il ne connaissait pas encore. Il n'y eut pas d'éclat de voix, pas d'effondrement spectaculaire, pas de grand drame sur la place. Seulement des respirations coupées, des silences inhabituels, des rires freinés au coin des lèvres. Ce que les gens voyaient n'appartenait qu'à eux.
Le miroir, dit-on, ne parlait pas. Il renvoyait des images qui étaient des métaphores, des figures qui pliaient les âmes et les invitaient à se tenir droites. Le tailleur, qu'on croyait généreux parce qu'il offrait souvent une retouche gratuite, se reconnut dans la précision d'une aiguille qui blessait. La vieille du quartier Ghana, réputée acariâtre, se découvrit un cœur d'eau claire et sortit en silence, les yeux allégés, comme si on lui avait retiré une charge. Le vendeur d'oignons se vit la bouche pleine de sel, trop salé pour dire merci. Il rentra chez lui avec une envie neuve de gestes simples. La file continuait, des heures passaient et le soleil s'inclinait. Étonné de trouver la cour de Coco plus silencieuse que d'habitude. À la mosquée, le muezzin monta sur le toit, leva la voix et l'appel à la prière se mêla à la poussière dorée. Certains quittèrent la file, d'autres revinrent après l'ablution. Nul ne savait d'où venait la force de ce verre. Était-ce le bois sombre, nourri des huiles et des mains d'autrefois? Était-ce la qualité imparfaite du verre dont la surface piégée de bulles obligeait à regarder au-delà de l'apparence? Était-ce seulement le silence de la vendeuse d'Acheke qui ne disait rien, ne jugeait pas et tenait le cadre avec une posture si droite qu'on se sentait tenu de l'être? On se perd à chercher l'origine quand la conséquence est déjà là. Le village apprenait à se regarder. Le lendemain, les figures importantes vinrent, non pas par curiosité, mais par nécessité de ne pas laisser au peuple un secret sans y apposer leur sceau. Le chef du marché, homme de compte et de palabre, s'arrêta devant le miroir avec l'assurance des notables. Il n'y vit pas sa statue intérieure ni la faille d'un pouvoir. Il se vit, dit-on, en peseur de haricots, occupé à ajouter un grain pour lui chaque fois qu'il pesait pour un autre. Il ressortit pâle, avec dans le cœur la connaissance précise des gestes mille fois répétés et jamais avoués. À midi, il rendit une vieille dette à un vendeur de cola et cessa de surveiller sa balance comme on surveille un piège. Il y eut d'autres visions dont on parla bas. Un jeune instituteur tout en belles phrases et en chemise repassée se vit rempli de craie sèche, poudre blanche qui lui obstruait la gorge. Il enseignait la théorie du courage sans jamais avoir demandé pardon. Une femme qui s'était crue toute vie effacée se vit enveloppée d'un halo, non de mystère, mais de patience. Elle comprit pourquoi les enfants du voisinage dormaient mieux dans sa cour que chez eux. Un homme connu pour l'aisance de ses aumônes se vit avec un bol percé. Ses dons généreux n'avaient jamais rempli la honte qui coulait en lui. Chacun rentrait avec une information intime, un secret remis dans les mains sûres, les siennes. Ce ne fut pas sans heurts. Dans le quartier, les sarcasmes essaient toujours d'éteindre ce qu'ils ne comprennent pas. On entendit que le miroir était l'objet d'un charlatan, puis qu'il avait ensorcelé la vendeuse d'Acheke, puis encore qu'il fabriquait des visions pour semer la discorde. Pourtant, la discorde ne prit pas. L'objet ne montrait rien qu'on ne portait déjà. Les hommes de colère se voyaient la bouche fondue de dents de hyène. Ils ne pouvaient pas accuser la hyène d'être née en eux. Les femmes jalouses se voyaient le regard chargé de piquants d'acacia. L'acacia n'y était pour rien. Le miroir ajoutait ni n'enlevait, il révélait. Vers la fin de la semaine, l'armaton descendit sur Kong avec sa lumière de laver et son goût de craie. La file s'était raccourcie, non pas que la curiosité fût rassasiée, mais parce que beaucoup avaient commencé un travail qu'on ne peut pas faire à plusieurs. Tenir un peu plus droit, saluer un peu plus tôt, un peu plus souvent, compter moins sur soi, parler plus doucement, cesser de se raconter au-dessus de soi. La vendeuse d'Acheke continuait de tenir le cadre simplement régulant le passage, offrant de l'eau quand une gorge se nouait. Les enfants, d'abord tenus à distance, avaient reçu une consigne. On ne se regarde pas pour rire, on se regarde pour comprendre.
On dit qu'un jour, un homme de conseil villageois vint tard quand la poussière retombe et que les maisons deviennent orangées. Il était connu pour l'odeur de ses mains, une odeur de billets qui n'était jamais passé par l'école et pourtant payait les murs. Il entra, regarda, ressortit. Et dans son regard, il n'y avait ni effroi ni honte. Il y avait une obstination plus lourde. Il fit demander la vendeuse d'Acheke chez lui le soir même. On ne sut pas ce qu'il proposa. Peut-être d'acheter le miroir, peut-être de l'éloigner. Le lendemain, le cadre était toujours dans la cour de coco. Et les mains de la vendeuse tremblaient un peu plus qu'elle le tenait, un peu plus quand elle le tenait. Le marché de Kong, ces jours-là, devint plus lent et plus vrai. On marchandait moins longtemps pour une poignée d'oseille. On refusait plus nettement le mensonge facile qui protège l'orgueil. Les prieurs à la mosquée, les dimanches, priaient un peu plus pour eux et un peu moins contre les autres. Les conteurs prirent des histoires plus sobres. Les chants des femmes le soir tenaient quelques notes de moins et beaucoup plus de souffle. Ce n'était pas une révolution, c'était un redressement. Le matin, le colporteur revint comme la première fois. Il précéda sa venue d'un peu de poussière et d'un pain d'indigo, posa une natte à l'ombre du Nîmes et but une eau claire. Il n'alla pas à la cour de coco, il s'assit au marché face au monde. Les gens se vinrent peu par respect. À l'heure chaude, il se leva, traversa le marché, entra dans la cour de la vendeuse et salua. On dit que son regard alla au cadre, puis à la femme, puis aux traces laissées sur le sol par cette file des jours précédents. Il repartit sans rien demander. Le soir, quelqu'un trouva près de l'étal du colporteur une petite planche de bois gravée de motifs simples, laissée là comme un signe. Personne ne sut lire les motifs, mais chacun sut qu'il ne menaçait pas. Les semaines passèrent. Le miroir ne perdit pas sa vertu parce qu'il n'en avait pas. Il n'avait qu'un poids, celui que chacun voulait bien lui donner. Les vendeuses qui coupaient, la quantité revenait à la mesure, non pas par peur d'être vues, mais parce que l'envie de tricher leur grinçait désormais à l'oreille comme un bruit d'os. Les hommes qui levaient la main le soir lorsqu'un repas tardait se reconnaissaient dans l'image et de leur propre violence et apprenaient à sortir marcher pour laisser la colère se dissoudre. La réputation à Kong se lavait plus vite. Les excuses trouvaient des chemins qu'elle n'avait pas trouvés depuis longtemps. Un jour, la vendeuse d'Acheke baissa le miroir, non pas par ordre, non pas par lassitude, mais parce qu'elle avait compris que l'objet ne devait pas devenir un totem. On vient au fleuve pour apprendre la fraîcheur, on n'y déménage pas sa maison. Elle remit le tissu rouge, l'attacha avec un nœud lent et posa le cadre contre le mur intérieur de sa chambre. À ceux qui demandaient encore, elle disait qu'on ne regarde pas chacun de ses jours dans un verre sans devenir coquette de son âme. Il faut agir maintenant. Le marché, privé de sa fascination, ne se sentit pas orphelin. On s'était vu, il restait à se sentir. Alors commença un temps plus difficile et plus beau, celui où la vérité doit s'incarner dans les gestes. Un enfant rapporta une pièce au tailleur avec la même force qu'on rapporte une calebasse perdue. Une jeune fille refusa un cadeau qui la liait trop et trouva dans son refus une joie neuve. Un vieux du quartier Ghana revint au cimetière, s'assit près d'une tombe et parla longuement avec celle qu'il avait trop peu écoutée. Les jours se posaient non plus lourds, mais plus conscients. Kong n'était pas devenu un village de saints, il devenait un village qui marche face au vent. Le conseil villageois changea moins vite que les cœurs, mais il changea. Les palabres prirent pour exorde une phrase simple, que celui qui parle se regarde d'abord. Les décisions gagnaient en lenteur et en justice. L'homme aux mains qui sentait l'argent fut un peu plus seul. Il ne tomba pas. On ne pousse pas un homme contre un mur. On lui laisse la place de passer par la porte. Un matin, il passa la frontière de sa propre obstination et vint. Tôt avant le soleil, frappé à la porte de Coco. On ne sait pas ce qu'il demanda au miroir, on sait seulement que sa voix baissa d'un ton. Ensuite, comme baissent les voix,
de ceux qui ont parlé trop fort d'eux-mêmes pendant des années. Les saisons changea, l'harmattan s'en alla, laver d'autres ciels. La pluie remonta depuis les collines et les toits de tôle apprirent à encaisser l'averse. Le marché reprit ses couleurs, humides, mangue éclatées, feuilles de manioc, iambes mouillées, odeur de terre neuve. Les gestes d'avant peu à peu tentèrent de revenir. Les vieilles habitudes savent trouver les portes qu'on n'a pas bouchées. C'est là que se reconnut la vraie victoire du verre. Les gestes d'après rejouissement d'eux-mêmes sans miroir comme on remet les épaules en place en rentrant dans sa propre maison. Le miroir, lui, vieillissait comme vieillissent les objets aimés. Quelques rayures, une petite fêlure qui naquit au coin un soir d'orage, une piqûre de lumière qui ne renvoyait plus qu'une ligne. La vendeuse d'Attiéké avait cessé de l'exposer. Elle le consultait parfois tôt avant le bruit, non pour y chercher une absolution, mais pour vérifier qu'elle n'avait pas remis sans en apercevoir une poignée de sel trop dans ses histoires. Elle trouvait souvent dans la glace trouble, non pas son visage, mais une consigne pesée, puis reposer, puis sourire. Les miroirs n'ont pas de langue, ils savent pourtant donner des ordres. On rapporte qu'un soir, le colporteur revint une dernière fois. Comme toujours, la poussière le précéda et le pagne indigo ferma la marche. Il ne s'arrêta ni au marché, ni chez Coco, on le vit du coin de l'œil. Longer la mosquée, saluer un enfant, soulever une noix de cola et repartit. Il laissa derrière lui, dit-on, un simple mot brûlé offert sur une lamelle de bois. Le miroir qui t'aide est celui qui disparaît. La phrase ne fit pas grand bruit. Elle se posa sur Kong comme se posent les choses lourdes et légères. On la passa à la suite. Faire la soupe, border un enfant, réparer un tige de chaise, fermer le portail. Les années continuaient, on ne parla plus de miroir qu'au réveil, pour expliquer aux jeunes que la vérité n'est pas une gifle, mais une main sur l'épaule. On apprit surtout à le remplacer par l'attention. Les regards devinrent des miroirs, des silences aussi. On n'attendait plus un verre pour reconnaître sa propre ruse. On la surprenait en se servant du savon, en attachant ses sandales, en disant bonjour. C'est ainsi que la coutume s'enracina, non pas dans un objet, mais dans une façon de tenir sa propre lumière. On dit que la vendeuse d'Attiéké mourut un matin clair, très vieillie, après une nuit sans bruit. On leva son corps, on lava son corps avec la lenteur requise. On le couvrit de pagne qui l'avait accompagné au jour du miroir. Et l'on se souvint du cimetière que Kong avait appris, grâce à elle, à distinguer dans une fissure ce qui est pose et ce qui est personne. Dans sa maison, ses enfants trouvèrent, recouverts du tissu rouge, le cadre de bois et le verre piqué. Il hésitait. Fallait-il le garder comme une relique? Ils firent ce qu'elle aurait fait. Ils le posaient dans la chambre à hauteur du visage et n'en parlaient plus. Un objet utile, rien de plus. Il reste une morale qu'il faut dire doucement pour qu'elle s'entende jusqu'à l'intérieur. On craint moins le diable que son propre reflet. Les diables, on les invente à la taille de nos fuites. Le reflet, lui, ne s'invente pas. Il vient au matin, dans un seau d'eau, dans une vitrine, dans un regard d'enfant et nous propose un marché. Tiens-toi un peu mieux et je te montrerai quelqu'un que tu peux aimer. Kong apprit à signer ce marché et depuis les jours s'y pose comme des calebasses bien rangées. Rien n'y est spectaculaire et tout y sonne juste. Alors, quand le soleil quitte la place du marché et quand la poussière devient rose, on peut voir si l'on s'est regardé. Des femmes qui replient un pagne en le lisant, les deux mains. Des hommes qui scellent un accord avec moins d'air et plus de poids. Des enfants qui rient sans cruauté. On dira que c'est l'éducation, que c'est le ton, que c'est l'exemple. On pourra dire tout aussi bien que c'est un miroir ancien qui a circulé à hauteur d'âme. Quelques semaines dans une cour de coco et qui a laissé derrière lui l'essentiel. Non pas une image, mais l'envie d'être digne de cette image.
Et si par aventure il vous arrive de croiser votre visage dans un seau un matin, que l'eau y tremble et que votre trait y vacille, n'accusez pas l'eau ni la lumière, redressez juste un peu l'épaule. Kong enseigne cela à qui veut l'entendre. La vérité ne fait pas mal, elle fait place. On n'y perd pas la face, on y gagne un visage.